Très heureux de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre, fidèles téléspectateurs. Comme vous le savez, moi, Olivier Mwanakouba, j'analyse sur ce plateau l'actualité avec nos différents invités. Et bien, pour ce numéro, j'ai deux invités. D'abord, puisqu'il y a un troisième qui va nous rejoindre après, il s'agit de Espoir Botumba. Espoir, bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous nos chers téléspectateurs. Et je pense que c'est une opportunité de vous retrouver dans ce plateau avec un très bon décor et je suis très ravi. Heureux de répondre à mon invitation. Et de l'autre côté, j'ai Georges Mapoko. Georges, bonsoir. Bonsoir cher Olivier, et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à partir de la maison. Et surtout, merci pour cette invitation parce que ça a été pour moi une surprise de prendre part à cette émission de grande envergure. Et je crois que nous allons faire bon ménage dans les débats avec mon confrère Espoir Botumba. Merci. Ok. Rédactu, ça débute maintenant avec le tout premier sujet concernant bien sûr l'inauguration récente du stade Waya Waya, nommé d'ailleurs par Jean-Marc Kabound, stade Étienne Tshisekedi. Eh bien, ce stade suscite beaucoup de tensions, en tout cas beaucoup, entre les camps de Jekoko et l'autre camp. Il s'agit bien sûr des partisans de Jean-Marc Kabound qui revendiquent bien sûr la propriété de ce stade. Alors pour ce faire, je vais commencer avec Espoir Botumba. Espoir, pourquoi les acteurs politiques et les partisans de différents partis politiques de nos jours, eh bien, ils aiment politiser tout. Alors que ce stade, d'ailleurs, le bourgmestre de la commune de Limité l'a bien précisé que le terrain appartient à l'État. Pourtant, les partisans de Jean-Marc Kabound revendiquent la propriété du stade. Merci beaucoup, Olivier, pour la question. D'entrée de jeu, je dirais que cette cacophonie montre à suffisance les désordres qui règnent au sein du système politique congolais. Parce que je vais analyser ces problèmes à deux volets. Okay. Vous conviendrez avec moi que Jean-Marc Kabound, c'était un proche, les bras droits de Tshisekedi. Alors, quand il a construit dans ces stades, ça veut dire que les gouvernants nous ont donné l'impression telle que quand on est au pouvoir, on peut s'accaparer de tout, on peut construire n'importe comment, mais quand on quitte le pouvoir, on commence à revendiquer les droits qui appartiennent à l'État. Et ça, carrément, c'est un désordre qui ne dit pas son nom. C'est un désordre bien organisé. Ça, c'est le premier volet. Donc, Jean-Marc Kabound, étant au pouvoir, n'avait pas le droit de construire dans un espace qui appartient à l'État. Ça, c'est la logique. Pourtant, l'autorisation lui avait été proférée par l'autorité de l'État. J'en arrive. Ça, c'est la logique des choses. Okay. Mais que disent les lois de notre pays? Nos lois disent que qui construit chez autrui, construit pour autrui. Voyez là où Jean-Marc Kabound est rattrapé. Donc, bien qu'il a investi son argent, alors que ce stade, cet espace appartenait à l'État, donc Kabound doit s'avouer perdant. Vous comprenez? Donc, il doit s'avouer perdant. Mais je dirais à l'État congolais, ce n'est pas que quand une personne n'est pas avec vous, il ne mange pas dans une même assiette que vous, que vous allez commencer à faire en quelque sorte ce qu'on appelle une chasse à la sorcière. Voyez? Mais acceptons d'appliquer la légalité ou nos lois dans tous les sens. Donc Jean-Marc Kabound n'avait pas droit de construire dans un stade destiné à l'État. Et parce qu'il avait fait, l'État a le droit de le ravir. Parce que qui construit chez autrui, construit pour autrui. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il peut revendiquer actuellement, mais que l'État quand même puisse mettre du sérieux dans les dires et dans le faire par rapport aux attributions des tâches qu'ils font dans notre pays. Mais à en croire les propos tenus par le bourgmestre de Limité, eh bien, il reconnaît que finalement Jean-Marc Kabound avait procédé par des voies légales. Entre autres, demander l'autorisation de rénover ce stade. Et ce droit lui avait été accordé. Mais pourquoi, de nos jours, Jekoko Mulumba, le vice-gouverneur de la ville, a procédé à l'inauguration au lieu que l'inauguration soit faite par Jean-Marc Kabound, qui est l'auteur d'ailleurs de cette rénovation? Vous voyez, c'est dans ce sens où le problème se pose entre les partisans de Jean-Marc Kabound et ceux de Jekoko Mulumba. Oui. Olivier, il faut se poser une question. Jean-Marc était au pouvoir. Il a parlé des jouisseurs. Donc lui-même était jouisseur. Si Jekoko Mulumba, c'est une autorité de la place.
si l'État congolais a pris le droit d'aller inaugurer un stade, que lui-même n'a pas posé la première pierre, que lui-même n'a pas dépensé, dans ce stade-là, ça devient flou. Mais si l'État avait contribué d'une manière ou d'une autre à la construction ou à la rénovation de ces stades, et l'État peut se revendiquer le droit d'aller inaugurer. Parce que si Jean-Marc Kabound va aujourd'hui en justice contre l'État congolais pour dire j'ai dépensé mon argent et pour construire ses biens, il doit sortir le contrat qu'il a signé avec l'État congolais. Le cas contraire, il va tomber dans la logique où il sera perdant, dans la logique où on va appliquer la règle qui dit qu'il construit chez autrui, construit pour autrui. Ok, Georges Mapoko, par rapport à cette affaire, est-ce que Jean-Marc Kabound peut s'estimer finalement le grand perdant? Merci beaucoup, cher Olivier, pour cette question combien importante. Et surtout, j'ai bien aimé l'analyse de mon confrère en face, Espoir Botumba, qui dit qu'il construit chez autrui, construit pour autrui. Alors, la question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est celle de savoir, Jean-Marc Kabound a réhabilité ces stades ou a construit, je ne sais pas quel terme utiliser parce que c'est une cacophonie totale. La question, c'est bien celle-là qu'il faut se poser. Jean-Marc Kabound a-t-il réhabilité ces stades en qualité d'individu ou en qualité d'une personne morale? Parce que, à en croire aux propos tenus par le bourgmestre de la commune de Limité, il dit qu'il reconnaît Jean-Marc Kabound comme étant l'auteur. Donc c'est à la personne de Jean-Marc Kabound que ce stade lui a été conféré. Le problème maintenant se situe à ce niveau. Ce stade appartient bel et bien à l'État congolais. Oui. Donc c'est un bien des domaines publics de l'État. Oui. Or, dans le cadre des biens des domaines publics de l'État, un individu peut s'en approprier que dans la mesure où ce bien a été désaffecté. Mais aussi longtemps que l'État garde la paternité de ces biens, je vois mal qu'un individu se réclame propriétaire d'un bien de l'État. Alors, le bourgmestre, une autorité publique, comment est-il parvenu à accorder cette permission à Jean-Marc à réhabiliter ce stade? Parce que le stade appartient à l'État. Si on a donné l'autorisation à Jean-Marc, ce qui n'était pas dans le cadre de partenariat. Parce que dans le cadre d'un partenariat public-privé, on peut accorder à quelqu'un une autorisation, il réhabilite et à la fin, il tire des dividendes et à la suite, après les bénéfices, il rembourse à l'État selon un contrat signé. Mais à ce moment-là, est-ce que cela a été fait de la sorte? Le même bourgmestre qui attribue l'autorisation, c'est le même, lorsque Kabound quitte la navire Union Sacrée, qui nous balance un autre document pour dire non, on arrête avec ceci, Kabound était dans l'illégalité, on se rend compte par après. Mais l'autre question, c'est aussi pourquoi avoir attendu que Jean-Marc Kabound soit arrêté pour que le vice-gouverneur puisse inaugurer ces stades, alors que l'auteur de la rénovation, c'est bien sûr Jean-Marc Kabound. C'est la politique qui n'est pas avec nous, qui n'est pas avec nous et contre nous. Quand on n'est pas de notre côté, c'est qu'on est d'office du côté du diable. Par conséquent, on doit faire la chasse à la sorcière, comme le disait Espoir Botumba. Le problème aujourd'hui, c'est que nous devons atteindre le standing des nationalistes. Okay. Les nationalistes, ou les nationalismes voudraient que l'on soit d'un bord ou d'un autre, on est tous enfants du même pays, on respecte la loi et on marche selon ce qu'elle veut. Mais dans le cas présent, on se rend compte qu'une fois qu'on fait un pas de l'autre côté, d'office, on devient le diable en personne. Et ce sont des histoires condamnables. Et du côté des partisans de Jekoko, et du côté des partisans de Jean-Marc Kabound, on doit comprendre que l'État ou les intérêts de l'État sont au supérieur des intérêts partisans. Donc là, on rejoint ceux qui disent qu'aujourd'hui, tout est politisé en RDC, même cette affaire du stade. Mais chez nous, tout est politisé. Et vous appuyez cela? Vous savez, une fois, c'est pour amuser la galerie, une fois, paix à son âme, Gabriel Kungwa disait que maintenant, il ne reste que Moïse Katumbi puisse enceinter sa femme et on dit que c'est une affaire politique. Ok. Donc, vous imaginez, donc tout est politisé ici et même dans les sports, le stade, c'est un bien de l'État, c'est un bien où la jeunesse doit se réjouir, doit s'épanouir, mais on se rend compte que même dans les sports, la politique s'invite, mais une politique qui est alors une politique politicienne.
Alors, nous allons évoluer toujours par rapport à cette thématique. Il est vrai que récemment, lors de son procès, Jean-Marc Kaboun ne s'était pas présenté, tout simplement parce que son état de santé est dérangé. Alors, jusque-là, ses avocats préconisent toujours l'assignation à résidence surveillée, que jusque-là, il n'obtient toujours pas. Je continue avec vous, Georges. Pourquoi cette situation perdure? Pourquoi l'assignation à résidence surveillée n'est pas toujours accordée à Jean-Marc Kaboun? Politisation une fois de plus. Parce que la justice congolaise semble fonctionner à 2 vitesses, si pas à plusieurs vitesses. On se rendra compte que d'un côté, M. Kaboun a été interpellé de la manière dont cela s'est passé, parce que on n'oublie pas qu'il est député national jusqu'à présent, parce que cette qualité ne lui a pas encore été retirée aussi longtemps qu'il est présumé innocent. Alors, M. Kaboun a été conduit devant les juges à plusieurs reprises. On a vécu des scénarios, parfois il va, il rentre, ainsi de suite. Et finalement, il est conduit à Makala. Quelques jours après, c'est un problème de santé selon des avocats, et ainsi de suite, comme c'est l'habitude chez nous. Et monsieur va devant les juges et qui lui donne cette fois-là, qui lui attribue la liberté provisoire, disons, l'assignation à résidence surveillée. Mais qu'est-ce qui bloque pour que cela ne soit pas exécuté? Les décisions de la justice, et pourtant, sont supérieures aux décisions politiques, parce que c'est ce que veut la loi. Et quand la justice prononce, on dit le jugement est rendu au nom du peuple congolais et exécuté au nom du président de la République. Merci Georges. Merci Georges. Espoir, la même question. Pourquoi jusque-là, cette affaire, nous ne comprenons pas l'assignation à résidence surveillée de Jean-Marc Kaboun? Jusqu'à quand ces avocats vont devoir attendre? Merci beaucoup Olivier. Avant de revenir sur la question, je voudrais un peu faire la récapitulation par rapport à ce que Georges a dit. Vous savez, dans cette histoire de stade Kingaboua ou stade Waya, ce que j'essaie de comprendre, c'est que Jean-Marc Kaboun n'était pas sérieux dès le début. Donc, quand il est aux affaires, en tant que député de l'Union sacrée, en tant qu'homme fort, bras droit de Félix Tshisekedi, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun s'était vraiment donné pour aller ravir, je dirais, construire un stade qui ne l'appartenait pas, c'était pour l'État. Donc il n'était pas sérieux parce que le contrat du début n'était pas bien défini. Voilà pourquoi aussitôt quitté la navire, on l'a balancé un document pour lui dire que, voyez, le stade que tu prétends là n'est pas ton stade, et je doute fort que cet argent est sorti de la poche de Jean-Marc Kaboun. Peut-être Tshisekedi et ces hommes se sont vraiment entretenus, se sont arrangés pour qu'ils puissent vraiment faire quelque chose dans ce sens-là. Donc l'homme n'était pas sérieux au départ pendant qu'il construisait les stades, donc il n'y avait pas de preuves. Voilà pourquoi il aura même peine à revendiquer la paternité de ces stades. Je reviens maintenant à la question de savoir pourquoi il n'a toujours pas bénéficié l'assignation en résidence surveillée. Je dirais que la résidence surveillée ne veut tout simplement pas dire que l'homme doit rentrer chez lui. Ça, c'est un élément. Donc, quand on t'assigne dans une résidence surveillée, même en prison, il est sous une résidence surveillée, à Makala. Mais dans une cellule ou bien? Oui, mais même quand l'État va décider. L'État peut décider, bon, Jean-Marc Kaboun ne va pas rentrer chez lui. Nous allons lui trouver plutôt un appartement. Il sera toujours dans une cellule. Il sera toujours contrôlé. Il sera toujours limité. Donc, la résidence surveillée ne veut tout simplement pas dire que l'homme doit être chez lui, à la maison, à côté de sa femme, à côté de ses enfants. Même chez moi, l'État peut venir réquisitionner ma maison et on place Jean-Marc Kaboun là-bas avec des policiers. On dira qu'il est sous une résidence surveillée. Même à Makala, là où il est, la cellule qu'on l'a attribuée, c'est aussi dans une résidence surveillée. Mais les intellectuels congolais veulent tout simplement faire comprendre au petit peuple que la résidence surveillée voudrait tout simplement dire que chez lui. Non, c'est pas ça. Voilà pourquoi l'État a dit, parce que vous voulez qu'il sorte de la cellule de Makala, maintenant donnez-nous le temps de pouvoir lui chercher un appartement dans lequel il sera logé. C'est dans ce sens-là. Dès lors que le ministère public affirme que Jean-Marc Kaboun aurait à entretenir quelques milices chez lui. Ce sont des hypothèses, Olivier. Ce sont des hypothèses. Rien n'a été confirmé jusqu'à présent. Parce que le ministère public
je dirais, c'est quand même une partie qui défend l'État congolais. Ouais. Vous voyez? Donc, avec ces investigations, avec ces preuves, il peut parvenir à de telles conclusions. Mais l'État congolais ou le juge qui instruit le dossier a aussi le devoir d'aller investiguer tout ce qu'on l'amène comme élément. Vous voyez? C'est le ministère public qui a dit, mais ce n'est pas je dirais que c'est pas absolu. Donc ça reste à vérifier. Je ne suis pas là pour le contredire ou soutenir. Mais je voudrais tout simplement dire que c'est un élément. Surtout, nous, en communication, on dit on ne peut pas négliger même une rumeur. Parce qu'une rumeur peut t'amener à comprendre ou à détenir une très belle information qui peut basculer les choses. Ok, nous allons aborder une autre thématique. C'est par rapport à la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Je vais évoluer toujours avec vous. Espoir, actuellement, Bunagana est sous contrôle des rebelles M23. Mais dès lors que l'envoyé spécial de Joe Biden, Austin, qui vient d'être récemment reçu ici par le président de la République, et nous avons vu dans ce pays l'arrivée de Anthony Blinken, mais les retombées de toutes ces visites, on peut s'attendre à quoi dès lors que dans différentes souches de la population, on entend des débats du genre la Russie peut faire mieux que les États-Unis. Qui choisir entre les États-Unis et la Russie pour parvenir à mettre fin à cette guerre? Merci Olivier pour la question. Et si tout dépendait de moi, je choisirais la Russie. Donc vous rejoignez cette partie de la population? Oui, je choisirais la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie, pour moi, c'est un partenaire sincère. C'est un partenaire sincère. Parce que quand vous vivez avec quelqu'un et qu'on vous attaque, vous avez un voisin, à chaque fois que les Koulouna viennent vous attaquer, les voisins sont là, vous partagez tout, vous lui donnez tout, il bénéficie beaucoup de chez vous, mais il n'intervient pas. C'est un mauvais voisin. Okay. C'est un mauvais voisin. Et dans ce stade où la RDC gémit de l'agression du Rwanda, les États-Unis sont restés indifférents parce qu'ils ne sont pas venus en appui. Qui ignore dans ce monde que le Rwanda nous attaque? Qui ignore dans ces globes terrestres que nous sommes agressés par une rébellion de façade soutenue par le Rwanda? Qui ignore? Voire même les rapports des Nations Unies ont attesté que le Rwanda soutient les M23. Qu'avons-nous fait au Rwanda? Et je me demande à un moment la question de savoir, est-ce qu'on n'a pas le droit de revendiquer? Mais les revendications se font déjà. Est-ce que... Non, la revendication que je vais parler à ce stade, c'est une revendication de coup sur coup. Vous nous attaquez, nous vous attaquons. Mais qu'est-ce qu'on attend finalement? Vous voyez, donc les États-Unis, c'est un partenaire où ce sont des partenaires hypocrites. Ok. Et pour moi, la RDC doit prendre son courage, même si ça doit nous coûter beaucoup. Okay. Même s'il faut nous effacer de la carte du monde, il faut assumer, parce qu'on ne peut pas vivre l'humiliation chaque année. Chez nous, les Bantous, la pudeur, elle est vraiment quelque chose qu'il faut préserver. Mais chez nous, la femme n'a plus de valeur. On viole les femmes, on viole une maman en présence de ses enfants. Ouais. Et ça, le monde n'a jamais condamné. Ok, je vais évoluer avec Georges. Georges, même question. La situation sécuritaire à l'est de la RDC, Bunagana toujours sous le contrôle de rebelles M23. Qu'est-ce que l'on peut faire pour mettre fin à cette guerre? Merci beaucoup, cher Olivier. Mais avant de répondre à cette question, permettez que je revienne juste un tout petit peu sur ce qu'a dit mon confrère Espoir, sur ce qui concerne l'assignation à résidence surveillée. Ouais. Alors, cher Espoir, je relève dans vos propos une petite contradiction au niveau où vous parlez d'une résidence surveillée qui peut même être au sein de la prison de Makala. Alors, je vois mal une résidence surveillée au sein d'une prison. Ok. Vous imaginez. En même temps, vous dites, l'État serait en train de préparer ou peut être en train de préparer un appartement quelque part. Mais pour préparer un appartement ou loger
M. Kaboun l'encadrer par des policiers, des soldats, je ne sais qui. Ça doit demander combien de temps? Alors là, je vois mal cet argument tenir debout. Merci. Alors, Georges. Maintenant, sur la question des Bunagana, d'entrée des jeux, je pense qu'il faut, en tout nationalisme, présentons nos condoléances à toutes les familles qui sont endeuillées au jour le jour du côté de l'Est, mais aussi du côté du Grand Bandundu. On voit à Kwamout ici, les Yaka et les Teke qui s'entretuent et tout ça. C'est en tout cas un désordre total là-bas. Alors nous présentons nos condoléances, mais nous exprimons aussi notre vive détermination à accompagner nos concitoyens, nos compatriotes de ces côtés-là, moralement, quelle qu'en soit la forme de l'accompagnement, mais sinon nous sommes de cœur avec eux. Alors, Bunagana, ça fait plus de 3 mois que la cité de Bunagana et ses environs, il faut bien souligner, et ses environs demeurent sous occupation des rebelles du M23 et leurs alliés. Que fait l'État à ce sujet? Moi, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on aille vite en besogne pour condamner des partenaires extérieurs aussi longtemps que nous sommes un État responsable. Et moi, je crois que pour un État, les missions régaliennes d'un État, c'est la sécurité de son peuple et de son territoire, mais aussi permettre à ce que le peuple circule librement, mais aussi la circulation de ses biens. C'est ce qui pose problème aujourd'hui. Est-ce que l'État congolais prend-il ses responsabilités pour pouvoir sécuriser son peuple de ces côtés-là? Il faut voir le budget de l'armée. On est en insécurité. Une partie du pays est menacée. Mais quel est le budget qu'on dispose pour ces soldats qui sont en guerre là-bas? Et même si on pouvait envoyer les minimes qu'on envoie, parfois il y a détournement. Le président de la République, j'ai bien aimé, dans sa tournée dans l'Est de la République, a eu à affirmer clairement qu'il serait trompé sur ce qui concernait les effectifs de l'armée du côté de l'Est. Pendant qu'il est arrivé sur place, il a constaté le contraire de ce qu'on lui annonçait comme fait. Merci Georges, nous allons évoluer, mais ça sera après ce que je vais demander tout à l'heure par rapport à la vidéo concernant bien sûr cette affaire de l'Est. Il y a une vidéo que notre rédaction réserve pour nous, mais nous allons revenir tout juste après. Merci beaucoup. Okay. Nous allons récupérer notre Bunagana, notre cher Bunaga, nous allons le récupérer. Ce mardi 13 septembre, ça fait exactement 3 mois depuis que Bunagana, une cité stratégique et frontalière avec l'Ouganda, est occupée par le rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Entre autres, le village du groupement des Joba, le colline stratégique des Chonjou et Runyoni. Selon la société civile, la rébellion a déjà installé une administration parallèle dans le parti occupé où elle fait payer de taxes mensuelles à quelques habitants qui y sont restés. Montée en puissance, l'armée congolaise promet qu'elle va récupérer Bunagana dans quelques jours. Annonce faite par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Ndima, ce lundi devant la presse. Nous sommes militaires, nous sommes en opération. C'est notre territoire que nous devons, coûte que coûte, récupérer la situation. À peine une semaine qu'il avait une tentative de refoulement, c'est-à-dire on obligeait la population soit de s'éloigner, mais aussi la population a refusé. Et comme ils ont refusé, ils ont dit nous voulons rentrer chez nous. C'est-à-dire la situation est réelle. La situation humanitaire est réelle. La situation reste toujours tendue à Bunagana. Des hommes en armes circulent toute la journée et comme la nuit, de patrouilles intenses du M23 poussent les habitants à s'imposer un couvre-feu forcé. Bunagana, une cité située dans le groupement des Joba, elle compte une dizaine de quartiers. Il s'agit de quartiers Karambo, Kigoma, Karera, Mukingo, Kakimonyo et Moussoro. Telle est la composition des subdivisions administratives de la plus grande cité qu'occupe le rebelle du M23. Merci Georges. Nous avons suivi les propos du gouverneur Constant Ndima qui dit que bientôt l'armée va récupérer Bunagana. Vous, lorsque vous dites qu'il y a 3 mois que Bunagana est sous occupation, quel espoir vous avez? Je pense que, avec tous les respects que je dois
au gouverneur militaire Constant Ndima. Je crois que c'est une façon de parler, c'est une communication dans les médias, et donc il ne faudrait pas s'avouer vaincu au départ, et il faut garder espoir, parce que coûte que coûte, nous ne pouvons jamais accepter de céder 1 centimètre de notre territoire nous légué par nos ancêtres à une quelconque rébellion, forte soit-elle, parce qu'elle finira par disparaître. Alors, il faut garder espoir. Bunagana finira par revenir aux Congolais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Il faudrait une certaine union sacrée au vrai sens du terme. Je ne parle pas du pouvoir actuel. Je parle de l'union de tous les nationalistes, de tous les leaders politiques et de tout un peuple pour chercher à buter dehors ces ennemis de la République qui ne font qu'endeuiller notre pays. Et par rapport à la question que je posais à Espoir, quel partenaire choisir entre les États-Unis d'Amérique et la Russie? Moi, je crois qu'on a trop cheminé avec les États-Unis d'Amérique et on se rend compte que c'est un partenariat qui n'est pas clairement établi, qui est dans des combines, qui est dans l'hypocrisie. Et il est temps que l'on change de camp, même si cela devrait nous coûter cher. Certainement. Okay, Olivier, je voudrais un peu réagir par rapport à ce que mon ami Georges vient de dire. Donc, je dirais tout simplement, parce qu'il avait évoqué un problème du budget alloué à l'armée. Je dirais que notre armée a une très grande partie dans le budget. Parce que, d'après les documents que j'ai pu consulter avant de venir ici, parce que vous m'aviez déjà envoyé les sujets, il est repris que l'armée congolaise, par rapport au budget, la part qui lui est réservée est de 454 milliards 914 millions 530 566 francs. Et cela depuis quand? Alors, c'est 2022, je parle de 2022. Budget 2022. Parce que le budget 2023, le Premier ministre venait de déposer hier à l'Assemblée nationale. Donc, ce qui veut dire que notre armée gagne tout au plus 491 millions de dollars. Donc, en termes de PIB, c'est 10% dans le budget. Suivez. Alors, vous voyez, c'est qu'il n'est pas... Il ne faut pas rester dans le subjectif. Non, en fait, il faut... Non, j'ai répondu... Dans la politique? J'ai répondu à sa préoccupation. Je n'en disconviens pas. De fustiger la part... L'armée a été réajustée. Non, c'est qu'en est-il de la réalité? C'est la réalité qui pose problème. C'est ça que je dis. C'est pour dire que notre armée est bien respectée, est bien rémunérée. Alors, le problème se pose à quel niveau? Comment un pays qui est agressé il y a 20 ans, depuis 20 ans, mais on nous interdit, nous les Congolais, de ne pas acheter des armes. Vous voyez là où les problèmes posent? Parce que le Rwanda et les M23 utilisent une armée moderne, sophistiquée même, de la nouvelle génération. Mais nous utilisons des outils archaïques. C'est là où les problèmes se posent. Ça, c'est un de deux. Vous parlez... D'ailleurs, pour moi, je dirais que la rébellion du M23 n'est qu'une rébellion des façades. C'est le Rwanda qui nous agresse. Pourquoi? Parce que le M23 ne fera pas face à l'armée congolaise. Vous voyez, quand on a récupéré Bunagana, le M23 s'est mélangé avec la population. Maintenant, l'armée ne s'est pas attaquée. Vous voyez? Parce que quand vous allez attaquer les M23, vous allez attaquer votre propre population. Parce qu'ils se sont mélangés avec la population. Ils habitent dans de mêmes maisons que la population. Il n'y a pas moyen... à les renseignements, l'armée... Il y a le service de renseignement. C'est ce que je dis. Il n'y a pas moyen d'attaquer parce qu'ici, c'est l'offensive qu'il faut lancer. Alors, quand vous allez lancer cette offensive, vous allez vous rencontrer en face, les M23 va vous présenter le peuple. Et lorsque vous allez tuer le peuple pour atteindre le M23, ça sera tuer votre propre population. D'où il faudra d'abord passer par des négociations ou d'autres voies diplomatiques, même si ça traîne à revenir, mais sois-en sûr que coûte que coûte, notre pays va récupérer Bunagana et aucun centimètre ne sera cédé au Rwanda. Et le Rwanda, je lance un message au Rwanda. Le Rwanda, je lui dirais ceci, aucun succès n'est éternel. Aucun dans ce monde. Aucun succès n'est éternel. Les États-Unis, les Occidentaux, autrefois ils ont utilisé Mobutu. Il s'est fait tout puissant de l'Afrique. Mais finalement, ils l'ont rejeté. Kagame ne pense pas qu'il y restera éternel. Mais je lui dis qu'un jour, le Rwanda sera notre province.
la province de la RDC. Ça, c'est que je vous dis, c'est une prophétie. Et ça va s'accomplir un jour. Merci Espoir. En tout cas, c'est par ce que vous venez de dire que nous allons terminer avec ces deux premières thématiques, puisque nous allons aborder actuellement la gestion de la ville de Kinshasa. Et d'ailleurs, je signale qu'il y a un invité qui nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de M. Dieudonné Kaninda, qui est cadre et communicateur au sein de l'Union Sacrée. Et M. Dieudonné Kaninda, bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas de nous rejoindre. C'est moi qui vous remercie et puis j'ai présenté mes excuses à la population congolaise et aux téléspectateurs nombreux qui nous suivent en ce moment et présenter mes civilités à mes co-débatteurs avec des analyses très pertinentes qui servent vraiment à amener les pays vers un niveau incroyable. C'est un plateau très important parce que quand je vis des analyses qui sont en train de se faire ici pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Merci. Nous regrettons en tout cas votre présence par rapport aux différentes analyses que nous avons tenues sur ce plateau. Tout de même, nous allons vous rattraper même prochainement. Mais actuellement, nous allons discuter sur la gestion de la ville de Kinshasa. Je commence avec vous puisque vous êtes cadre au sein de l'Union Sacrée. Le gouverneur de la ville, M. Gentini Ngobila, que peut-on dire de sa gestion par rapport à la ville de Kinshasa? Est-ce que vous, dans l'Union Sacrée, vous êtes satisfait? Parce qu'il se raconte de choses dans la capitale congolaise. Écoutez, depuis 2019, lors des élections du gouverneur de la ville-province de Kinshasa et dans les différentes provinces, il est démontré noir sur blanc le travail qu'est en train de faire l'excellence chez le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, sur plusieurs volets. Et nous prenons par exemple sur le plan infrastructure, le gouverneur Gentini Ngobila est en train de construire et réhabiliter, de moderniser les routes à Kinshasa. Si vous voyez la route Sekoma passant par la deuxième entrée d'Ndjili, 14 km de route qui est en train d'être asphaltée. Si vous voyez l'avenue Elengesa, en passant par la commune de Kalamou, Ngiringiri, Bumbu, Makala, Selembaou, Mongafula, vous allez vous rendre compte que cette avenue est en train de subir un changement total. Si vous allez à Binza Ozone, l'avenue Makoma, donc vous allez vous rendre compte que le gouverneur Gentini Ngobila est en train de construire des routes, est en train de réhabiliter les routes et de moderniser les routes sur le plan de l'embellissement de la ville. Vous allez vous rendre compte, si vous allez sur la place de l'Indépendance, précisément à la place de la gare centrale à Gombe, vous allez vous rendre compte que cet endroit a été bel et bien embelli. Cela permettra aux familles de passer des bons moments là-bas, de prendre de l'air en famille. Et aujourd'hui là, nous les Kinois, nous sommes très satisfaits du travail que le gouverneur Gentini Ngobila est en train de faire, le rétablissement de l'éclairage public à travers de grands acteurs de la ville et aussi les innovations qu'il a apportées au sein de la ville, entre autres de la création de la direction générale des publicités extérieures, la DGPEC, qui permet aux Kinoises et Kinoises d'être embauchés, de réduire le taux de la chômage au niveau de la mais est-ce que ces exploits population kinoise ne se limitent qu'au niveau de l'infrastructure? Ces exploits en tant que gouverneur ne se limitent qu'au niveau des infrastructures? Vous savez, l'État, pourquoi nous parlons de l'infrastructure? L'état de délabrement de certaines routes à Kinshasa, ça nous dérangeait un peu. Si vous prenez par exemple l'avenue Bongolo, l'avenue qui commence de Yolo Médical jusqu'à l'avenue Victoire, vous comprenez que son état de délabrement. Le pont Bongolo aujourd'hui, bientôt là, Madame la pluie va commencer déjà à nous visiter. Vous savez comment nos frères et sœurs, nos compatriotes avaient abandonné leur maison de ce coin de la ville. Et aujourd'hui, le pont Bongolo a été revêtu de sa plus belle robe de l'avant. Aujourd'hui, le pont Bongolo a été modernisé et les Kinoises et Kinoises, nous sommes très satisfaits du travail des gouverneurs Gentini Ngobila sur le plan infrastructurel dans la ville de Kinshasa. Donc les 24 communes de la ville de Kinshasa sont en train de subir un changement total grâce à l'implication et à sa détermination qui est celui de transformer la ville-province de Kinshasa comme il a toujours souhaité. L'homme est bel et bien déterminé avec la vision du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Fachi
béton, président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Dieudonné Kaninda, avant de poursuivre avec vous, je vais en tout cas poser la question à Georges Mapoko. Il est vrai qu'actuellement, à entendre tout ce que vient de dire Dieudonné Kaninda, on peut se rendre compte que la ville de Kinshasa est construite ou en tout cas rénovée. Mais au niveau du marché, du grand marché de Kinshasa, eh bien, ce marché a été fermé il y a longtemps et on nous dit que ce marché sera remis aux vendeurs 14 mois après réhabilitation. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Merci beaucoup, cher Olivier, pour cette question combien importante, surtout pour nous, la population quinoise et les Congolais en général. Alors, parlons de la gestion de M. Gentilin Ngobila, particulièrement de la question du marché central communément appelé Zando. Je vais dire que, d'abord, ça a été du sensationnel au départ, à mon avis. La démarche, parce que les études n'ont pas été très bien menées en amont avant de décider à la fermeture de ces marchés et à la démolition, bien sûr, pour pouvoir reconstruire. Il vous souviendra qu'au départ, on disait à ce moment, à ces papas qui vendent dans ce marché, que le marché sera réhabilité le plus tôt possible et on vous construit provisoirement des petits marchés de fortune, ça et là, le temps pour nous de réhabiliter les grands marchés rapidement et on vous remet vos étalages. Est-ce que ces marchés de fortune ont été construits? Oui, il y en a eu quand même. Je vois un marché vers le rail, si on est sur 24, je vois un marché du côté de Kabamba, je vois, il y a quand même des petits marchés comme ça, on a renvoyé les autres vers Gambela, ou soit vers le marché de la Liberté, mais sinon, cette étude a été en tout cas très mal menée en amont, ce qui fait qu'on a les résultats qu'on a aujourd'hui. Alors, à voir l'évolution des choses, je viens du grand marché, j'ai constaté que l'évolution n'est pas celle qu'on attendait à la vitesse des croisières. Les choses stagnent et on promet dans 14 mois, mais 14 mois, comment vivent ces vendeurs, ces mamans, ces papas qui nourrissaient leur famille grâce à leur commerce dans ce marché. 14 mois, quand on les cite, on pense que c'est 14 jours, 2 semaines. Non, c'est 1 année et 2 mois. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et donc, si on était en tout cas humaniste, moi j'aurais voulu qu'on procède par une démolition pavillon par pavillon, ainsi de suite. On peut réhabiliter un marché. On n'est pas obligé de casser le grand marché de la ville comme ça et espérer le réhabiliter en un coup, aussi longtemps qu'on n'a pas les moyens de le faire. Parce que là, il n'y a que la maquette qui fait beau à voir. Qui fait croire que les choses avancent. Ah, voilà. Merci. Espoir Botumba, votre réaction par rapport à ça? Oui, je dirais tout simplement, Olivier, que comme mon co-débatteur de droite venait de parler, moi j'ai salué les efforts de Gentilin Ngobila. C'est paradoxalement ce que faisait Kimbuta et autres. Nous, lui quand même, nous les voyons en lèvres, il se bat plutôt comme un petit diable pour peut-être nous donner ce que nous voyons aujourd'hui. Mais ce n'est pas assez pour nous les Quinois parce que nous sommes vraiment exigeants, trop exigeants d'ailleurs. Nous voulons plus que ce qu'il fait parce que cette ville a de l'argent. Cette ville a de l'argent, ce Congo, ce pays a de l'argent. Donc nous allons l'exiger plus que ce qu'il fait. Et pour nous, c'est insuffisant. Mais quand même, il est en train de se battre pour nous donner ce qu'il faut. Alors, concernant le marché, le grand marché, je dirais, par rapport à ce que mon ami Georges Makopo venait de parler, Mapoko, voilà, Mapoko, mon ami, venait de parler, c'est-à-dire qu'entre le vendeur et le gouvernement congolais, le plus grand perdant, c'est le gouvernement congolais. Parce que le gouvernement reçoit des taxes, il reçoit des impôts, et pour faire vivre la caisse de l'État. Le plus grand perdant, c'est l'État congolais. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ces vendeurs. Non. Je dis les vendeurs sont de perdants. Mais je dis le plus grand perdant. Il y a la différence. C'est l'État congolais. Parce que les vendeurs, vous venez, on vous donne un espace, vous étalez les histoires. Et on vous dit, on n'a pas ravi tes histoires, on n'a pas ravi ta marchandise. Mais on te demande tout simplement que vous pouvez vous retirer momentanément. Moi, je vais améliorer mon espace et vous allez revenir. Et qui est en train de perdre? C'est moi
les propriétaires de l'espace. Vous voyez? Alors, les vendeurs n'ont pas raison de se plaindre. Parce que c'est le gouvernement qui perd. C'est l'État congolais qui perd. C'est la ville de Kinshasa qui perd. Laissez-moi finir, achever mon idée, donc je serai très bref. Donc, pour dire qu'il y a des marchés, je dirais, secondaires. Vous voyez? On n'a pas toujours les grands marchés. Il y a le marché de la liberté. Il y a d'autres marchés que l'État a prévus. Quand l'État a cassé... Mais ces marchés sont quand même pleins. Non, attends, je vous dis. Quand l'État avait résolu de démolir pour reconstruire, retaper le grand marché, je crois, derrière, je ne maîtrise pas l'avenue, on avait encore construit un marché, non loin de là, pour que le vendeur qui était dans le grand marché, qu'il vienne vendre là-bas. Mais personne n'était venu. C'est insignifiant. Non, d'abord, les gens n'étaient pas venus. Espoir, je vais revenir à toi. Excusez-moi, Olivier. Insignifiant, ça veut dire que les espaces sont occupés et il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé d'espace. Mais là-bas, les gens ne sont pas partis. Ils ont refusé. Et pour ce faire, ils ont rempli l'avenue, je dirais quoi, Kassai. Vous voyez, Kassai. Mais avec la complicité de l'État, parce que l'État fait payer des petits tickets chaque jour les gens ont quitté le grand marché pour ne pas aller dans le marché qu'on a construit pour eux. Mais ils se sont retrouvés le long de la route. D'abord, les Congolais doivent être disciplinés. Merci. Qu'on ne pense pas que quand on est Congolais, on a droit à tout. On a aussi les discipliner. Qui doit discipliner les Congolais? Dieudonné Kaninda, il est vrai que cette affaire fait un peu débat, mais quant à vous, en tant que membre de l'Union Sacrée, qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette affaire du grand marché? Le gouverneur Gentini Ngobila, avec sa création et des initiatives telles que la création des régies de la gestion du marché de Kinshasa, qui est déjà en place, et l'état de l'impraticabilité, l'état de délabrement de marché central, communément appelé marché Zando. Ça dérangeait nos mamans, les jeunes qui vendaient dans ces marchés qui étaient devenus archaïques. Et le gouverneur Ngobila était déterminé de donner aux Kinoises et Kinoises un marché moderne qui répondra aux standings internationaux. Le marché Zando avait été construit depuis les années 70. Il y avait des canalisations qui étaient bouchées, des toilettes bouchées. Nos mamans vendaient dans un environnement malsain et il fallait qu'on donne nos mamans, nos jeunes, nos papas qui vendent dans ces marchés un marché moderne qui répondra aux standards internationaux, comme il a fait au marché Matadi Kibala, la construction d'un marché moderne, comme il a fait au marché Simbazigida dans la commune de Kassavou, là où l'avion de Tipka, l'ancienne Tipka qui avait fini sa course lors du crash. Et aujourd'hui, les Kinoises et Kinoises sont tellement fiers des gouverneurs Gentini Ngobila, du travail qu'il est en train de faire, qui est celui de redorer l'image de la ville-province de Kinshasa, qui a été éternie par ses prédécesseurs, malgré les difficultés rencontrées. Mais l'homme est en train de se battre du jour au jour, matin, midi, soir. Vous voyez comment la ville de Kinshasa est en train d'être transformée petit à petit, chaque soir, chaque nuit. Si vous sillonnez les grands acteurs de la ville, vous comprendrez que la ville de Kinshasa est en train de se revêtir de sa plus belle robe de l'ancienne qui était Kinshasa la belle. La ville de Kinshasa de 2022, ça ne sera pas différente de la ville de Kinshasa des années 60, 70, 80, grâce à la détermination du gouverneur Gentini Ngobila. Alors, Dieudonné Kaninda, outre ces œuvres sur le plan infrastructure, est-ce qu'on peut encore féliciter le gouverneur Gentini sur d'autres domaines, par exemple? Ben oui, il y a plusieurs domaines qu'on peut féliciter le gouverneur Gentini Ngobila, entre autres sur l'embellissement de la ville. Je vous ai parlé d'un partenariat avec une entreprise Okeplast qui est chargée de valorisation des bouteilles en plastique. Dans le projet Kimtoko, vous voyez à travers la ville, il y a des petites points de recrutement des bouteilles en plastique. C'est ce qui fait que pour embellir la ville-province de Kinshasa, ce sont des innovations que le gouverneur Gentini Ngobila est en train de faire, en dehors d'assainir la ville et de la création des brigades antifraude et de la création de coordination des investissements qui sera là pour
le suivi des projets. Et cela permettra aux jeunes Kinois de réaliser les projets et aussi de création de l'unité spéciale pour l'environnement. Vous savez, lorsqu'il pleut à Kinshasa, nous déplorons tous la situation, les conditions de l'inondation à travers la ville. Et voilà pourquoi la création de l'unité spéciale pour l'environnement est bel et bien là pour en faire de travailler. Et dans toutes ces créations, ce sont des Kinois qui sont des bénéficiaires parce que les gens qui sont engagés là-bas pour travailler, à la coordination Kinshasa-Bopeto, il y a nos frères et sœurs qui travaillent là-bas, qui sont rémunérés à la coordination de toutes les réalisations que nous avons faites. Mais est-ce que la ville de Kinshasa ne se limite que dans quelques communes? On cite Gombe, Lille. Non. Est-ce que ces actions, on se je vous ai énuméré les actions des gouverneurs Jean-Tini Ngobila à travers la ville, à travers les 24 communes, à travers les 4 districts que nous avons. Je vous ai parlé de la route Sekomaf. La route Sekomaf n'est pas à la commune de la Gombe, l'avenue de la Paix à Kiseso, ce n'est pas la commune de Lingwala, l'avenue Makolo à Binza aux zones. Donc c'est pour vous rendre compte que le gouverneur Jean-Tini Ngobila est en train de travailler pour redorer l'image de la ville, pour faire revêtir la ville de Kinshasa, comme je vous l'ai toujours dit, de sa plus belle robe de l'ancienne, comme parlait de Kinshasa, la belle. Et c'est possible avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Faute de temps, sinon je pouvais vous citer la réalisation de Jean-Tini Ngobila dans chaque commune de la ville-province de Kinshasa. Et ce sont des réalités. Vous allez revenir à ça après. Et ce sont des réalités palpables où les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, personne ne peut me contredire. Et l'avenir qui quitte. Comment cette avenue est en train de subir un changement. L'avenue Elengesa, les directions telles que Chaba, Assosa, Gambela, Khartoum, en commençant par la commune de Kasavuba, passant par la commune de Ngiringiri, Bumbu, Makala, Selembao, vous allez vous rendre compte que le gouverneur Jean-Tini Ngobila est en train de travailler et surtout le rétablissement de l'éclairage public à travers la ville, en commençant par l'avenue Kasavuba. Vous voyez l'avenue Kasavuba qui commence à la commune de la Gombek pour chuter à la commune de Kintambo, en passant par la commune de Kinshasa, Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bandalungwa, vous allez vous rendre compte que il y a tant de choses. Si vous voyez même les ponts Ngilima, les ponts qui... Permettez-moi quand même de poser une petite... Je peux chuter par là, les ponts Ngilima à Matete, les ponts qui permet, qui facilite qui facilite les habitants de Matete et de Lemba de bien vouloir traverser, et le pont là est déjà presque pratiquement à la fin. Le pont qui sépare la commune d'Engaliema et la commune de Bandal en allant vers Kaluka, derrière l'église de la Seka, je peux vous avouer que non, ce pont là est à 60% de la réussite. Bientôt là sera livré aux Kinoises et Kinoises. Tout ça, c'est grâce à la détermination du gouverneur Jean-Tini Ngobila. Merci beaucoup, Dieudonné Kadi. Redorer l'image de la ville-province de Kinshasa. Mais une petite dernière question à nos différents intervenants. Je commence d'abord avec Georges Mapoko. Votre dernier mot par rapport à cette thématique consacrée à la gestion de la ville de Kinshasa. En quelques secondes en tout cas. J'ai bien aimé comment notre ami, notre co-débatteur Dieudonné est en train d'épingler les réalisations du gouverneur Jean-Tini Ngobila, mais je crois que Kinshasa n'est pas seulement les grandes artères. Kinshasa, c'est aussi les fins fonds, les quartiers qui sont en tout cas dans le délabrement très avancé, qui doivent aussi bénéficier des réalisations du gouverneur Ngobila, mais surtout la sécurité de la ville. C'est là que se pose le problème, parce que vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui l'insécurité galope, même s'il y a ces phénomènes comment on appelle, là où on conduit les jeunes Koulouna. Le service national. Voilà, même s'il y a cette affaire, mais l'insécurité continue à battre son plein au sein de la ville. Et donc c'est un point essentiel sur lequel le gouverneur devrait aussi se concentrer significativement pour qu'il y ait des solutions palpables. Mais sinon, nous saluons, tant soit peu, ce que nous constatons à travers la ville. Mais sinon, Kinbopeto aujourd'hui, la façon dont on en a parlé au départ, c'est une réussite. La façon dont on en a parlé au départ et la façon dont les choses se présentent aujourd'hui, je crois que on a ralenti les choses, et ça a l'impression d'un tombeau qui est embelli à l'extérieur alors qu'à l'interne c'est pourri.
Ok, merci Georges. Je crois que Espoir sera contre vous. Espoir, Non, je ne serai pas tout à fait contre lui. Et je suis simplement écœuré de voir mon ami de droite en train de chanter Ngobila, parce que vous savez, nous sommes dans une ville où il y a beaucoup de chantiers et nous connaissons la suite. La suite, nous les connaissons. Parce que vous pouvez lancer des chantiers, vous pouvez construire, poser des premières pierres. Mais finalement, vous partez sans rien inaugurer. Alors, Dieudonné Kaninda, par rapport à tout ce que vient de dire... Je tiens à rappeler mon co-débatteur qui est très pertinent aujourd'hui, qu'il faut savoir que le gouverneur Ngobila n'est pas auteur des œuvres inachevées. Tout ce qu'il a commencé, il achève tout ce qu'il a commencé depuis qu'il est arrivé dans la ville-province de Kinshasa. Ici, je vous ai présenté que ces réalisations sur le plan de vie, infrastructure et routière. Et il y aura, je vous promets prochainement, je vais vous présenter ces réalisations sur le plan administratif, sur le plan sécuritaire, sur sa politique de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Donc, je vous ai présenté que le volet infrastructure de ce qu'il a fait. Si vous passez l'avenue Wangata, l'avenue Makanja dans la commune de Ngiringiri, donc le gouverneur Ngobila a plusieurs réalisations. Combien d'inaugurations déjà? 2023, c'est pour bientôt. S'il vous plaît, 5 ans déjà. Allez-y, Dieudonné. Mon cher ami, l'avenue Mongala, la commune de la Gombe, son état de délabrement, cette avenue avait été construite, a été inauguré par le gouverneur Gentilin Ngobila. Je te donne cette information, peut-être vous n'avez pas cette information. C'est un gouverneur des avenues. Merci. Mais Kinshasa avait un problème des infrastructures, il y avait des routes impraticables. Ne confondez pas la construction. Il a réhabilité, il a construit, il a modernisé. Il n'a pas construit, il a réhabilité. L'avenue Elengesa, la route n'existait pas. C'est grâce à Ngobila que l'avenue Elengesa, le prolongement. Il a bien nommé l'avenue Elengesa. Oh là là. L'avenue Elengesa s'était arrêté où? Vous dites qu'elle n'existait pas. Non, dites-moi, l'avenue Elengesa s'était arrêté où? Merci. Ngobila a prolongé cette avenue jusqu'à recourant à Mongafula. Merci Dieudonné Kaninda. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. L'émission arrive donc à sa fin. Redactu, c'est un rendez-vous des analystes d'actualité. J'étais très heureux de vous présenter cette émission avec nos différents invités, Espoir Boutumba, Georges Mapoko et aussi Dieudonné Kaninda, cadre et communicateur de l'INC. Le prochain... Non, de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, s'il vous plaît. Merci en tout cas. Nous allons donc nous retrouver la semaine prochaine avec des autres thématiques. Au revoir.